Les amis, j'espère que vous allez bien. Attends, je me rends compte que c'est la deuxième fois en moins de 15 jours que je suis en t-shirt blanc. Bon, différent, mais quand même, on dirait Tom de MySpace, à l'ancienne. Bon, on reprend. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer l'art de la guerre de Sun Tzu. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai relu L'art de la guerre de Sun Tzu, un livre que j'ai découvert il y a quelques années, et quand tu es jeune et que tu lis cet ouvrage, tu comprends pas tout de suite la dimension pacifiste de ce traité, tu captes qu'une chose, c'est qu'il faut faire la guerre. Alors qu'à cet âge-là, le seul combat que tu mènes, c'est contre ton acné et ton bulletin de notes. Alors l'art de la guerre, ça parle de quoi? Parce qu'avant d'être un recueil de citations pour jeunes cadres dynamiques sur LinkedIn, c'est avant tout un traité militaire qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ et qui a potentiellement été écrit par le général chinois Sun Tzu. Je dis potentiellement parce qu'on n'en est pas sûr. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il a inspiré de nombreuses figures historiques comme Napoléon et qui continue aujourd'hui d'influencer de nombreux domaines politiques, sportifs, commerciaux. Tu peux aussi t'en servir aujourd'hui dans la vie de tous les jours pour des problèmes de voisinage par exemple. En tout cas, c'est ce que je pense moi quand je lis les titres des chapitres comme l'espionnage, le terrain, les supputations ou encore attaque par le feu. Alors pour celle-ci, on évitera, ça sera gentil pour les autres voisins. Si on s'intéresse de plus près aux 13 chapitres de l'art de la guerre, on se rend compte que notre traité militaire prône finalement la non-violence et la justice. Sun Tzu nous dit en gros qu'avant de faire la guerre, il faut avoir réfléchi à toutes les stratégies pouvant mener à la victoire, mais sans forcément passer par l'affrontement ou la bataille. Au début de son traité, Sun Tzu nous explique que la guerre est une notion grave et qu'il ne faut pas la prendre à la légère au vu de ses conséquences. C'est pourquoi il nous donne 5 éléments permettant d'évaluer la balance des forces, la vertu, le climat, la cartographie, le commandement et l'organisation. Ensuite, le général chinois nous détaille pourquoi une guerre ne doit jamais s'éterniser, que l'armée doit viser une victoire immédiate et non une guerre d'usure pour éviter l'épuisement et surtout favoriser une stabilité du pays. Alors pour reprendre l'analogie du voisinage de tout à l'heure, par exemple, n'attends pas que ton voisin déménage pour lui dire ses 4 vérités. On l'a tous fait en lâche, on attend le déménagement pour tout lâcher. S'il t'a emmerdé pendant 2 ans à faire de la perceuse 3 fois par mois, dis-lui gaiement. Alors, véridique, moi j'ai déjà eu des voisins qui perçaient, mais genre toutes les 2 à 3 semaines, t'avais l'impression qu'ils jouaient au puissance 4 directement sur les murs. C'est dans le 3e chapitre que Sun Tzu nous dit qu'il ne faut envisager la bataille qu'en dernier recours pour préserver le pays, sa population, son armée et son économie, qu'il est préférable d'attaquer d'abord les plans et les alliances de l'ennemi avant ses troupes, et le général nous livre 5 conditions à la victoire. La première, être capable de jauger quand il faut combattre et quand il faut s'en abstenir. La deuxième, être capable de commander une petite comme une grande armée. La troisième, toutes les troupes doivent avoir le même objectif. La quatrième, être plus préparé que l'ennemi. Et la cinquième, avoir de bons officiers. Tu comprends maintenant pourquoi je me suis senti pousser des ailes quand j'ai lu ça à 19 ans. Dans les chapitres suivants, Sun Tzu aborde les stratégies nécessaires à une force qui finalement n'a d'autre solution que la bataille, avec un focus notamment sur la vulnérabilité de l'ennemi et sur le fait qu'une puissante stratégie permettra de gérer aussi bien un petit groupe d'hommes qu'une grande armée, et ce, sans désordre. Et là, je m'adresse à d'éventuels parents excédés qui me regardent. Pour vos enfants, oubliez la méthode Montessori, appliquez directement l'art de la guerre. Dans les lignes suivantes, Sun Tzu insiste sur l'importance d'occuper le terrain avant l'adversaire pour avoir le temps de se préparer, car comme il l'écrit, qui excelle à la guerre dirige les mouvements de l'autre et ne se laisse pas dicter les siens. Il conseille en outre de varier les stratégies gagnantes. Dans le 7e chapitre, le général chinois nous expose la dialectique du direct-indirect ou ce qu'il appelle la règle de l'engagement. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, on ne doit engager son armée qu'en fonction des circonstances et de ce qu'on peut en tirer, en utilisant justement la stratégie du direct-indirect qui consiste à n'agir qu'à l'opposé des intentions et des plans de l'ennemi afin de ne pas épuiser son armée. Dans les chapitres suivants, l'auteur nous décrit les caractères indispensables d'un officier qui vise la victoire. Il insiste aussi sur le choix d'un bon terrain et conseille sur les placements des troupes à la campagne, à la montagne, où tu veux. Il dit par exemple qu'il faut attendre que l'ennemi ait fait traverser le fleuve à au moins la moitié de son effectif avant d'attaquer, ou encore qu'il faut justement ne jamais mépriser l'ennemi au risque de perdre. Et enfin, dans le dernier chapitre, Sun Tzu aborde la question des espions. Il écrit globalement qu'une guerre coûte tellement cher financièrement et en hommes qu'un général se doit d'être au courant de la situation de l'adversaire. Et pour ça, il ne peut recourir ni aux esprits ni à Dieu, mais uniquement au renseignement des espions. Alors, il nous expose 5 types d'agents: les agents indigènes, les agents intérieurs, les fonctionnaires, les agents retournés qui sont d'anciens agents ennemis, les agents sacrifiés qui sont envoyés chez l'ennemi pour transmettre de fausses infos, et les agents préservés qui sont eux censés revenir sains et saufs de chez l'ennemi avec des bonnes indications. Et en bonus, tu as les agents doubles. Alors eux, c'est les pires parce qu'ils bossent avec les deux camps, mais un des camps se fait douiller et il le sait pas.
Tu l'as compris, l'art de la guerre est un traité qui date tellement aujourd'hui qu'après les grandes figures de l'histoire, c'est au tour de chaque lecteur finalement de se l'approprier un peu comme il veut au premier, au second, au troisième degré, vraiment comme il veut, bien loin de ce pourquoi il était destiné au départ et c'est tant mieux. Alors évidemment, la seule chose qu'on peut peut-être lui reprocher à ce traité, c'est la manière dont l'auteur manquait à l'époque de recul sur ce qu'il conseillait. Mais bon, que voulez-vous, on va pas tout lui demander non plus. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire l'art de la guerre. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.